Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance ? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain Olivier Norek. Quand vous regardez un film, ça vous demande peu d'implication. On vous donne les couleurs, on vous donne les textures, on vous donne le physique des personnages. C'est-à-dire que vous n'avez rien à créer vous-même. Alors que quand vous lisez, vous créez un séisme absolu dans votre cerveau, puisque si le héros rentre dans une pièce, eh bien vous, toutes les informations que vous n'avez pas, c'est votre cerveau qui va les créer. C'est dans un café près de chez lui à Pantin en Seine-Saint-Denis qu'Olivier Norek m'a donné rendez-vous. Ce département, il le connaît bien puisqu'il y a été flic pendant plus de 15 ans et qu'il en a fait le théâtre de ses 3 premiers polars depuis Code 93. Son dernier roman, Entre deux mondes, l'a fait entrer selon moi dans une autre dimension. C'est une enquête à la fois haletante et sensible qui navigue entre la Syrie au bord du chaos et la jungle de Calais. Pour l'écrire, Olivier s'est plié à un long travail d'enquêteur, qui n'est au fond pas si différent de son ancien métier. Paru en 2017 chez Michel Lafon, Entre deux mondes a connu un franc succès et vient de paraître en poche chez Pocket. Il sera bientôt adapté au cinéma. Olivier, lui, a fait une pause dans l'écriture du final de son prochain roman pour discuter avec moi autour d'une bière. De littérature beaucoup, de criminalité un peu aussi. Écoutez. Bonjour Olivier Norek. Bonsoir. Bah, on recommence. On recommence. Mais si, on peut dire bonjour, bonsoir. D'accord. On peut dire bonsoir parce qu'en l'occurrence, on se rencontre en fin d'après-midi après une dure séance d'écriture, je crois, non ? Oui, en fait, pour vous dire la vérité, on avait rendez-vous donc ce soir à 17h et j'étais en plein milieu de mon dénouement de mon dernier livre où le flic va commencer à comprendre qui est l'assassin. Donc autant vous dire que quand j'ai reçu votre SMS où vous m'avez dit « ça y est, je suis arrivé, on peut se retrouver au café auquel on s'était donné rendez-vous », eh bien moi j'étais avec mes flics et mes assassins et mes suspects en train de dénouer justement une intrigue qui arrive à la page 380. Bon, j'espère que votre plan est bien préparé, que vous allez pouvoir le reprendre comme il faut, le livre. Oui, vous inquiétez pas, j'ai un murder board, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'écris, j'ai besoin d'avoir vraiment devant moi le tableau de tout ce qui va se passer jusqu'à la dernière page. Et en fin de compte, ce murder board, c'est exactement le même murder board qu'on utilise, le tableau criminel, pour rester français. C'est ce tableau criminel qu'on utilise quand on a des enquêtes complexes, quand on est policier. Puisque, peut-être que ce serait bien que je le dise aussi, je suis auteur de romans policiers, mais j'ai été policier dans le 93 pendant près de 18 ans. Et finalement, c'est un peu le même métier, quelque part. Ah oui, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'étais flic, j'arrêtais des assassins. Maintenant, je suis auteur, donc j'arrête des assassins de papier. Mais ils en restent pas moins passionnants intellectuellement. Je vais pas dire autrement parce que j'ai jamais été, moi, un fan de ces fameux les beaux bandits, les beaux criminels. On dit ça chez les policiers, un beau criminel. Moi, j'ai jamais trouvé un criminel beau. Mais voilà, moi, j'écris des romans comme j'enquête. C'est-à-dire que quand on commence une enquête et qu'on est flic, le point de départ de toute enquête, c'est de se dire qu'on ne sait rien, absolument rien. Et à partir de là, on va s'entourer de consultants et d'experts. Alors si vous travaillez sur une enquête financière, vous allez aller voir un comptable. Et si vous avez un cadavre, vous allez voir un expert, c'est le légiste. Si vous avez une écoute téléphonique avec quelque chose qui vous paraît assez particulier, donc vous allez utiliser quelqu'un dans un groupe qu'on appelle groupe écoute, langage, parole, qui va lui écouter un petit peu ce qui se passe autour et qui va peut-être nous dire où ça a été enregistré. Donc voilà, quand on est flic, on a toujours besoin d'experts autour de nous. Quand je commence un roman, c'est exactement la même chose. Mon dernier roman, par exemple, se passe dans la jungle de Calais. Comment j'ai pu écrire... Entre deux mondes. Entre deux mondes. Comment j'ai pu écrire un roman policier qui se passe dans la jungle de Calais sans en savoir rien ? Tout d'abord, ça nécessite 6 mois d'enquête, comme quand on est policier. Donc je me dirige vers... Alors l'enquête, en fait, elle se situe dans la jungle, donc dans un camp de réfugiés. C'est assez complexe, il faut comprendre un peu comment ça se passe. Mais il faut comprendre la ville autour, il faut comprendre tous les acteurs. Sinon, on a une opinion qui est une mono-opinion. On a une opinion que je peux appeler, par exemple, une opinion à la Moix, à la Yann Moix. C'est-à-dire qu'on va un après-midi, on parle avec 2 migrants et on revient en étant persuadé qu'on a tout compris à la jungle de Calais. Moi, quand j'y suis allé, j'ai passé 3 semaines dans la jungle de Calais, à vivre jour et nuit avec eux. Ensuite, j'ai passé encore plus de temps avec les flics de Calais et la BAC de Calais.
Mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé voir des professeurs du CNRS, des professeurs de Sciences Po, des experts dans le mouvement migratoire moyen-oriental, des experts dans le mouvement, dans le mouvement migratoire du nord de l'Afrique et du sud de l'Afrique. Ensuite, je suis allé voir des politiques. Ensuite, je suis allé voir des policiers de la DGSI, de la DGSE. Et une fois que j'ai eu toutes ces informations, je me suis à ce moment-là autorisé à écrire le roman. Donc avant un roman, une enquête. Et cette enquête-là, pour ne pas être perdu, je la mets donc sur mon tableau criminel et vous voyez bien que je reviens au début de la question. Alors, on va reparler presque de ce roman qui vient de sortir en poche chez Pocket, qui est chez Michel Lafon l'année dernière, qui a gagné quelques prix, qui va être adapté au cinéma aussi. C'est en cours, hein. Oui, c'est en cours. Donc le réalisateur, c'est Gilles Paquet-Brenner, à qui on doit des films comme Elle s'appelait Sarah, avec Christine Scott Thomas, ou alors Dark Places avec Charlize Theron. Donc il est assez international et ça tombe bien, puisque mon roman se passe en Syrie, en Libye, sur la Méditerranée, à travers l'Europe, en France et en Angleterre. Donc il fallait un réalisateur de sa trempe pour aborder un sujet aussi vaste que celui de la jungle de Calais. Il l'a tourné, il va le tourner? Alors là, on en était à la phase de casting. Ne me demandez pas qui va jouer qui, parce que j'ai pas le droit de le dire. Mais on est à la phase de casting. Et donc, normalement, si tout se passe bien, fin de tournage 2019. D'accord. Alors, Olivier, je dois vous poser la question que je pose à tous mes invités en début de podcast. Je vais vous faire réfléchir un peu, c'est un peu une colle, hein, sur le titre du podcast. Mon podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Alors c'est toujours amusant de poser la question à quelqu'un qui écrit du polar, du noir, mais est-ce que pour vous, c'est vrai? Est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux que les autres? En tout cas, les gens qui lisent font appel à des parties de leur cerveau qui, normalement, sont laissées en paix régulièrement. C'est-à-dire que quand vous regardez un film, ça vous demande peu d'implication. On vous donne les couleurs, on vous donne les textures, on vous donne le physique des personnages. C'est-à-dire que vous n'avez rien à créer vous-même. Alors que quand vous lisez, vous créez un séisme absolu dans votre cerveau, puisque si le héros rentre dans une pièce, eh bien vous, toutes les informations que vous n'avez pas, c'est votre cerveau qui va les créer. Donc le héros, vous allez lui donner un visage, un physique, un vocabulaire, une manière de se tenir, une manière d'être. Et quand il rentre dans la pièce, eh bien il va falloir, vous aussi, par rapport aux descriptions qui ont été données par l'auteur, imaginez cette pièce. Donc en fait, vous faites énormément travailler votre cerveau et ça apporte du bien-être, ça apporte quelque chose de positif parce que votre cerveau fonctionne et vous savez qu'un cerveau qui fonctionne beaucoup, c'est tout aussi épuisant qu'une course à pied. Donc voilà, il y a une sorte d'exutoire, il y a une sorte de participation ultra active dans la lecture qui n'apparaît pas ailleurs. Alors, flic et romancier, on en a parlé, mais avant d'être romancier, vous étiez d'abord lecteur. Moi, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est de connaître votre parcours de lecteur, sachant la vie que vous aviez avant. Je me demandais si, quand vous étiez flic, vous lisiez tout le temps, si vous aviez le temps de lire, si lire, c'était à l'époque une manière de sortir un peu de la réalité de la dureté des choses que vous pouviez voir dans votre travail. La lecture, ça fait partie de votre vie depuis toujours, avant même d'être flic? Alors bien avant même que d'être flic, parce que en fait, quand j'ai été policier, la lecture c'est un peu passé en second plan, voire en troisième ou en quatrième. Tout simplement parce que flic en police judiciaire, surtout dans le 93, moi j'étais spécialisé dans les enlèvements avec demande de rançon. J'étais spécialisé dans les tentatives d'homicide et les braquages quand il y a un coffre. J'avais des journées qui allaient de 10h à 14h par jour. Donc autant vous dire que quand je rentrais, j'étais épuisé et que mon cerveau n'était pas prêt à entamer quelque chose d'aussi exigeant qu'est la lecture. Et puis il faut trouver du temps de silence, du temps de calme, du temps disponible de cerveau. Et là, c'était plus compliqué pour moi. Mais la lecture, ça a été quelque chose de vraiment capital dès le départ. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai une maman qui est directrice d'école et un père qui est énarque et qu'ils m'ont rapidement fait comprendre que la culture, l'intelligence, c'est ce qui allait, c'est ce qui permettait de se démarquer en tant qu'homme. Se battre avec les poings, débattre avec les mots. C'est-à-dire que les mots et la culture nous permettent justement de construire des idées, d'avoir un argumentaire et donc de pouvoir débattre. Et la violence, les insultes, c'est de la fin de la communication, c'est la fin de la relation sociale et donc c'est l'apparition de la violence. Donc se battre avec les poings, débattre avec les mots. Et ça a été quelque chose qui a été très important dans mon enfance. Maintenant, la lecture, elle est arrivée très simplement
Elle est arrivée grâce à deux auteurs, Salinger et Michael Ende. Michael Ende, c'était L'Histoire sans fin, et Salinger, c'était La Trêve-Cœur. Ce sont deux romans qui sont en fait des mises en abîme. Dans L'Histoire sans fin de Michael Ende, c'est l'histoire d'un gamin qui rentre dans une librairie et qui se cache dedans et qui va lire un livre, et il va réaliser que ce livre raconte sa propre histoire et qu'il va pouvoir influencer cette histoire dans sa propre vie. Et dans L'Attrape-Cœur, une nouvelle mise en abîme, c'est l'histoire d'un gamin de 14 ans qui essaye d'être adulte et qui pour ça va quitter sa famille et faire une grande traversée des États-Unis. Moi j'avais 14 ans, j'étais en pension à Saint-Nicolas du Chardonnay, chez les Jésuites, et j'avais donc le même âge que le héros, et je cherchais à savoir aussi l'homme que j'allais devenir. Donc voilà, ce sont deux romans qui m'ont aidé à grandir, et qui m'ont aidé, en tout cas qui m'ont mis sur le chemin de la littérature, et qui m'ont fait comprendre qu'il y avait... qu'en fait on avait découvert depuis très très longtemps la machine à remonter dans le temps et la machine à exaucer les souhaits, et ça ce sont les livres. Et alors pourquoi devenir flic plutôt qu'écrivain vous devenez policier à quel âge? Je suis devenu flic à 24 ans. Ouais. Je suis devenu flic tout simplement, et pas écrivain, tout simplement parce que j'ai eu 5 sur 20 au bac français, et qu'on m'a très très rapidement fait comprendre que la littérature c'était pas pour moi. Ah oui. En fin de compte, il y a eu deux choses qui ont été à l'action à ce moment-là. La première, c'est quelque chose que je déplore encore aujourd'hui. Ce sont ces professeurs de français qui sont encore persuadés en 2018 que pour faire apprendre la lecture et que pour faire aimer la lecture aux jeunes, il faut qu'ils lisent Zola, Balzac et Montesquieu. Non, c'est un problème ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que très rapidement, les gamins vont être en opposition avec la lecture parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas tout simplement parce que ce ne sont pas nos époques, c'est pas notre vocabulaire, c'est pas des sujets, bon à part l'argent de Zola par exemple qui reste totalement d'actualité, mais c'est pas des sujets qui nous concernent. Et puis c'est surtout que, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un gosse par exemple qui n'a jamais entendu de musique? On va lui dire, tu connais pas la musique, donc on va commencer par l'opéra. Est-ce que c'est pas un peu rapide que de lui coller une œuvre de 5 heures d'affilée dans les pattes? Surtout que la musique classique, ça a quelque chose d'assez particulier. Ce n'est pas une chanson, ça ne se répète pas en couplet-refrain. Donc on découvre quelque chose d'à chaque fois différent en musique classique, ce qui fait que c'est très très difficile à comprendre dans sa globalité. Et on va lui dire, voilà, on va te faire écouter de l'opéra. C'est la même chose pour Balzac et Zola. Ou Victor Hugo. C'est magnifique, ce qu'ils écrivent est magnifique, et je pense pas qu'un jour je serai à la cheville de ce qu'ils écrivent. Toujours est-il que c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. D'abord, les gamins, pour leur dire que la littérature c'est important, commençons par leur faire lire Roald Dahl, Stephen King, et pourquoi pas Harry Potter, et pourquoi pas de la science-fiction, et pourquoi pas de la chiclite, mais enfin faut pas non plus abuser. Mais peut-être pas 50 nuances degrés au collège. 50 nuances degrés au collège. Mais toujours est-il qu'il faut d'abord leur faire découvrir qu'ils aiment ça, pour ensuite les apporter vers des littératures que j'appellerais plus exigeantes. C'est exactement la même chose pour le cinéma, pour la peinture, pour la sculpture, c'est la même chose pour tous les arts. De garder en conscience que si nous, on est capable d'aborder n'importe quel art ou n'importe quel livre, il a fallu qu'on se construise. C'est exactement, une nouvelle comparaison, c'est exactement comme le vin. Le vin c'est très difficile, et donc il faut commencer par des cépages un peu légers pour après terminer par des cépages un peu plus tanniques pour les comprendre. Tout ça c'est de l'apprentissage, et qu'est-ce que c'est l'école sinon de l'apprentissage? Donc voilà, ça c'était un des premiers trucs qui a été un frein en tout cas moi à la lecture, et qui a fait que voilà, j'ai eu 5 sur 20 au bac français. Autre chose, c'est que à l'école, on me demandait d'écrire sur des sujets qui ne me concernaient pas. Donc j'avais pas les textures, j'avais pas les odeurs, j'avais pas les couleurs, j'avais pas les sensations. Et puis un jour, j'ai eu 17 ans et demi, j'ai passé mon bac, j'étais promis à une carrière d'avocat, et en fait je suis parti de chez moi et je suis allé faire des missions humanitaires en Guyane, au Suriname et en ex-Yougoslavie, sur les zones de front et dans les camps de réfugiés. J'avais vraiment besoin de ça pour me comprendre, pour m'accepter, et surtout pour me trouver moi-même une place dans la société. L'enfer c'est les autres, disait Sartre, et moi j'avais besoin d'aider les autres pour qu'ils me disent tu sers à quelque chose, et donc de trouver ma place dans la société. Mais il faut vous avouer que cette année passée en ex-Yougoslavie, en pleine période de guerre, en 1994, c'était assez compliqué, et souvent j'ai eu peur. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'un jour j'ai voulu écrire à mes parents pour leur raconter ce que je vivais. Et là, j'avais les textures, j'avais les couleurs, j'avais les odeurs, j'avais les sentiments, les émotions. Si bien que quand mes parents ont lu ma lettre, ils m'ont dit mais c'est particulier parce qu'il y a quelques années, tu étais incapable de formuler une idée à l'écrit. Et maintenant, tu nous envoies une lettre de 4 pages qui se tient totalement. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fin de compte, si un jour je devais écrire des choses qui me concernent.
Et donc, petit à petit, l'idée d'écrire, au moins, elle est revenue. Et non, pas du tout, parce que j'ai commencé ma carrière de policier, cette fameuse carrière. Et là, ça vous a complètement... ça m'a complètement bloqué, parce qu'en fait, on travaille entre 14h et 16h par jour. Vous savez, les flics, on a beau dire ce qu'on veut sur eux, hein, mais c'est quand même des types qui, un jour, se sont levés un matin et ont dit « Je vais dédier ma vie entière à l'autre. Je vais me mettre en danger pour l'autre. Que ce soit Noël, Nouvel An, mon anniversaire, les vacances, qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai là, H24, pour l'autre. » C'est assez sublime, mais c'est très chronophage. Et puis un flic, en fin de compte, ça n'est qu'un flic. Je dis pas que ça n'est qu'un flic de manière pour dénigrer. Je dis qu'en fait, il n'a pas le temps d'être autre chose qu'un flic. D'abord parce que ses enquêtes lui prennent tout son temps, et puis parce qu'il y a une victime derrière. Et ça, c'est capital. Donc, écrire à ce moment-là, pour moi, c'était un peu compliqué parce que je pensais pas du tout à ça. Et puis un jour, il y a eu un concours de nouvelles qui est arrivé sur mon ordinateur. Je l'ai effacé immédiatement, ce mail. Et il est réapparu une deuxième fois. C'est le concours y-écrire au féminin. C'est le concours y-écrire au féminin qui a fait découvrir pas mal d'auteurs. Camille Ansaume, Virginie Grimaldi. Et donc je réponds au bout de la troisième fois parce que je me dis qu'il faut écouter les signes. Ça faisait 2 fois que je l'effaçais et la troisième fois il réapparaît. Donc je me dis que je vais écrire cette nouvelle. Une nouvelle qui faisait quoi, 1 page et demie maximum. Et je l'envoie. Bon, autant vous dire que les nouvelles étaient anonymes, j'ai gagné la 3e place et quand ils m'ont reçu pour aller récupérer mon prix, à l'époque c'était quelques bouquins et un stylo, ils ne s'attendaient pas du tout à voir ma personne. Parce que auféminin.com, c'est plutôt un site féminin. Le sujet de la nouvelle était assez féminin. Moi, je m'étais plié aux règles, donc j'avais écrit ce sujet qui était... C'était quoi le thème ? Alors, il y en avait plusieurs. La première fois que j'ai dit « je t'aime », j'ai trouvé un portable dans la rue. Voilà, c'était vraiment des sujets très, très ciblés, très cadrés. Et donc quand je suis arrivé, ils s'attendaient à voir débarquer une nana entre 20 et 25 ans, sauf qu'ils ont vu débarquer un vieil officier de police de 40 piges, avec une barbe énorme, avec les yeux dans les poches, parce qu'on sortait d'une enquête qui nous avait pas fait dormir pendant 72 heures. Et j'ai récupéré mon prix, et là parmi le jury, il y avait des gens de maisons d'édition qui m'ont dit « Écoute, voilà, ton écriture est ultra sensible, et maintenant on apprend que tu es flic dans le 93 en police judiciaire, si tu pouvais mélanger les deux, alors on aurait peut-être un roman ultra violent par rapport à ton travail qui est assez vitaminé et assez rugueux, mais avec un ton, avec une vision, un angle assez sensible. » Et c'est comme ça que je me lance dans l'écriture de mon premier roman. À l'époque, je travaillais donc de 8h à 22h et j'ai écrit mon premier roman de 23h à 3h du matin pendant 6 mois. Ouais, donc c'est un peu un truc de fou. Mais en fait, c'est le concept... Vous dormez plus. C'est le concept de fenêtre. Vous savez, il y a des tournants dans votre vie et vous les sentez. Vous sentez à un moment donné que... J'ai senti à un moment donné que j'avais 18 ans de police dans les pattes. Et je sais qu'il y a 4 grandes périodes dans la vie. De 0 à 20 ans, on apprend à apprendre. De 20 ans à 40 ans, on a une première période de travail. De 40 ans à 60 ans, une seconde. Et de 60 ans à 80 ans, on essaye de profiter de toutes ces années de travail. Moi, j'avais passé ma première période de travail de 20 ans à 40 ans à être policier, à me mettre en danger quotidiennement, à travailler uniquement pour l'autre. Et quand j'ai vu cette fenêtre s'ouvrir, et j'ai su qu'il fallait que je mette mon maximum, que je donne tout, quitte à me fatiguer, quitte à dormir 2 heures par nuit pendant 6 mois, il fallait que j'essaye. Et pour essayer, il n'y a pas 36 000 solutions, et ça je dois encore à mon père, fais bien ce que tu fais. Voilà, ça c'est quelque chose qui me... C'est mon mojo, c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps. Si je fais quelque chose, je vais le faire à 100%. Et là, j'ai vu qu'il y avait une fenêtre qui s'ouvrait, et je savais qu'elle ne se rouvrirait pas de sitôt. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et donc, je m'y suis jeté corps et âme, et voilà mon premier roman qui arrive, Code 93. Ouais. Et vous arrêtez le métier de flic assez rapidement, vous hésitez, vous vous dites, quand le premier roman sort, vous vous dites, si ça marche... j'arrête, ou alors, faut pas trop rêver. Enfin, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre travail ? Alors mon état d'esprit, il est toujours le même. C'est un état d'esprit à la fois très craintif et ultra orgueilleux. C'est-à-dire que je doute à chaque fois de tout ce que je fais, à chaque seconde de la journée. Mais quand je le fais, c'est pour être le meilleur. Alors je sais très bien que je ne vais pas être le meilleur. Mais si je ne me donne pas l'énergie, si je ne mets pas assez de carburant pour être le meilleur, alors j'y arriverai jamais. Donc, quelque part, il y a une sorte de petit Olivier qui me dit au fond de moi, enfin bon, vas-y, rêve pas, t'écris un bouquin, si t'en vends 50, c'est bien. Et ailleurs, il y a un homme sûr de lui qui me dit, si tu bosses autant, si tu sues sang et eau pour faire tout ça, c'est bien parce que tu veux que ce livre il soit lu par la planète entière et que tu en vendes 75 milliards. Mais je sais très bien que ça se fera pas. Mais pourtant, je mets l'énergie et le carburant pour que ça se fasse. Donc, Code 93 sort, j'ai la chance d'avoir un accueil de critiques littéraire
assez très positif et un retour des lecteurs qui est aussi positif. Et donc là, les éditions Michel Lafon me disent est-ce que tu veux, est-ce que tu peux, est-ce que tu as assez d'informations, de matériel pour nous en écrire un second. Vous savez le truc dans les maisons d'édition, dès que les éditeurs signent un auteur, ils se posent la question de savoir qui est cet auteur. Il y a plusieurs auteurs. Il y a l'auteur qui a une seule histoire à raconter. Et donc, il écrit un livre et puis après, il est sec. Il y a l'auteur qui a une histoire à raconter, mais qui est capable de la décliner à l'infini. Ce qui fait qu'on va lire à peu près la même histoire, mais qu'on s'en rend pas compte. Me demandez pas de citer, je vais me faire des ennemis. Et puis, il y a le troisième auteur. C'est l'auteur qui sait se renouveler et qui a assez d'imagination et de fantaisie pour trouver toujours une histoire nouvelle, une arène nouvelle et surprendre son lectorat. Donc, la question que se posait Michel Lafon, c'était quel type d'auteur j'étais. Bon, il n'a pas eu la réponse parce que mon premier roman, ça se passe donc dans la police judiciaire du 93 et c'est une grande enquête avec beaucoup de rebondissements sur ce territoire-là. Ma deuxième enquête, ça a été la même chose, aussi sur le 93 et ma troisième aussi. Donc, c'est devenu une trilogie. Et le but, c'était de se renouveler, mais au sein d'une même arène et au sein d'une même équipe de police. Donc non, quand j'ai écrit ce roman-là, je me suis dit, est-ce que c'est ta porte de sortie ? Tu as été flic pendant 18 ans. Pendant 18 ans, tu t'es fait cracher dessus, tu t'es fait insulter, tu t'es battu plusieurs fois par semaine. Tout ça pour les autres, est-ce que c'est pas le moment pour toi aussi de faire attention à toi et de t'occuper de toi et de profiter de cette troisième période de vie pour qu'elle soit un peu plus dirigée vers toi ? Et si c'était le moment de s'aimer un peu ? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Donc écrire, devenir écrivain, c'était une forme de méthode de développement personnel ou de renouveau personnel. Alors ça aurait été une méthode de développement personnel si j'avais mal vécu mes années de police. Mais c'est pas le cas, vous aimiez ça. Mais c'est pas le cas. D'ailleurs, quand on m'a demandé d'écrire des livres, je me suis mis à écrire des livres sur le métier exact que je faisais. Ouais. Donc si je l'avais pas aimé, j'aurais fait autre chose. J'aurais raconté l'histoire d'un lapin ou d'un détective privé ou d'un archéologue. Là, j'ai écrit vraiment sur ce que je connaissais, tout simplement parce que c'est une rambarde, une barrière de sécurité, puisque je connais les lieux, les endroits, les arcanes, les secrets. Mais aussi parce que j'ai quitté ce métier seulement après 18 ans, j'ai envie de dire. J'étais encore amoureux du métier, j'étais encore amoureux des gens qui le font, comme je le suis encore aujourd'hui et encore plus jamais aujourd'hui. Je suis toujours amoureux de ce métier et des gens qui le font. Donc c'était pas un exutoire, une catharsis, une manière de développement personnel pour me séparer de toutes ces images et de ce que j'avais vécu. Non, c'était uniquement parce que j'avais pas encore assez mangé de police. Et que quand on m'a demandé d'écrire des livres, eh bien j'étais encore gourmand, j'en avais encore envie, et puis j'avais surtout envie d'écrire des enquêtes sur lesquelles aucun flic n'aurait travaillé. C'est-à-dire que c'est quand même romancé ce que j'ai écrit, donc les enquêtes sont fabuleuses. Et la plupart des flics qui me lisent... Vous n'êtes pas allé en Syrie ? Pardon ? Ah si, non mais vous êtes allé en Syrie pour le roman ? Ah non, alors ça c'est pour Entre deux mondes. Entre deux mondes, c'est toute une autre histoire et c'est plus du tout dans le 93. Non, pour Entre deux mondes, j'ai pas pu aller en Syrie, personne ne peut aller en Syrie, à moins de se faire ficher S immédiatement, c'est un peu compliqué. Voilà, vous m'avez coupé, je sais plus ce que je disais. Non, enchaînons. Je disais oui, c'est de pouvoir mener des enquêtes qu'on pourrait pas mener en temps normal. Et je dis que le dernier, il débute en Syrie, et là pour le coup c'est presque... Il faut faire beaucoup de recherches parce qu'on ne peut pas y aller. Alors, énormément de recherches, mais alors les recherches, c'est pas tout. Hein. Moi, j'ai du mal un peu avec les auteurs Wikipédia. C'est-à-dire qu'ils se disent « Oh, j'y vais pas, on verra bien ». Moi, si je veux raconter, par exemple, que j'ai un de mes personnages qui a froid, même si je sais ce que c'est que la sensation de froid, je vais quand même aller sur mon balcon, en hiver, en t-shirt, pour essayer vraiment de voir un peu tout ce qu'est le froid. Parce que je pars du principe que je sais rien, ou alors que j'ai oublié, ou alors qu'à force de faire les choses, eh bien on ne les analyse plus. Donc même quand je parle de policiers, de la brigade des mineurs, de la brigade des stupes, de la financière ou de la criminelle, eh bien je les recontacte à nouveau, on va au restaurant ensemble et je leur demande de me raconter un métier que j'ai fait pendant 18 ans. C'est capital parce qu'au fur et à mesure de notre vie et de notre travail, on se spécialise et on ne fait plus qu'une partie de notre travail. Une partie unique et très 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 ciblée. Ce qui fait qu'on en a oublié aussi toutes les branches annexes. Donc voilà, c'est très important de toujours rester à l'écoute et de se souvenir que même si c'est quelque chose qu'on maîtrise, écouter une autre voix ou adopter un autre regard, ça nous permet, comme disent les psys, de sortir du cadre et de regarder le cadre qu'on connaît mais de l'extérieur. Donc toute la partie étrangère d'Entre deux mondes, comment vous la travaillez, puisqu'on ne peut pas faire Alors la partie étrangère d'Entre deux mondes, donc Entre deux mondes, ça commence en Syrie. C'est l'histoire d'un policier de la police militaire de Syrie qui essaye de faire un coup d'État et de faire tomber Bachar el-Assad. Et donc il sait qu'en faisant ce coup d'État, il veut mettre en danger sa femme et sa fille. Et donc il les envoie en avance dans la jungle de Calais en leur promettant de les retrouver.
pour tout ce passage, justement, en Syrie, eh bien, j'ai réussi à contacter des Syriens, des militaires syriens, des familles qui avaient vécu en Syrie pendant longtemps. Et puis aussi, j'ai beaucoup discuté avec les Syriens de la jungle de Calais. Donc voilà, c'est en allant à la source, et certainement pas sur Wikipédia, que j'ai appris les choses comme elles se passaient. À tel point que j'ai des lecteurs qui ont vécu en Syrie et qui m'ont dit « Bon alors, vous avez passé combien de temps en Syrie? C'est pas possible. Vous connaissez le quartier, vous connaissez l'état des murs, vous connaissez les peintures, vous connaissez la rue, vous connaissez les taxis, vous connaissez tout. » Bien, c'est uniquement parce que j'ai bossé 6 mois uniquement sur ce sujet. Après, il y a eu les flics, après, il y a eu la jungle de Calais, il y a eu les Calaisiens, il y a eu les politiques. Mais j'ai bossé uniquement 6 mois sur ce sujet, à temps plein. C'est le problème qu'on a aujourd'hui avec certains journalistes. En fait, non, avec tous les journalistes. Tout simplement parce qu'avant, quand les journalistes avaient envie de faire un papier, on leur disait « Bah, pars 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, et reviens-nous avec ce papier. » Maintenant, on est sur une information réflexe. On est sur une information au souffle court. On est sur une communication à 280 caractères de Twitter. Quand on dit quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est la vérité. Plus personne ne peut se défendre après derrière. Quand un journaliste veut faire un papier, on lui donne 100 balles dans une enveloppe, on lui dit voilà, tu pars aujourd'hui, tu reviens ce soir et t'as ton papier. Il n'y a plus ces gens qui font des épopées de 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois pour vraiment comprendre une situation. Ils ont un après-midi, un ticket resto pour le repas de midi et 100 balles pour prendre le train. Ils doivent rentrer et il faut absolument qu'ils aient leur sujet. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que le romancier, d'ailleurs Jack London n'était pas autre chose qu'un romancier, le romancier fait partie aussi de ces nouveaux journalistes. Pourquoi ? Parce qu'il a le temps. Et spécialement le romancier de roman noir. Pourquoi le roman noir ? Parce qu'il est sociopolitique. Sociopolitique, c'est 2 fois la même chose. Socio, de social, vivre ensemble, et politique, du grec polis, vivre ensemble. Donc obligatoirement, l'auteur de roman noir va utiliser, comme dans tous les romans noirs, un sujet d'actualité, sociopolitique. Et comme il est sociopolitique, obligatoirement, il touche le quotidien des gens. Et obligatoirement, il doit s'inscrire dans l'actualité. Et s'il veut que son sujet soit correct, alors il doit enquêter. Par exemple, je pense que le roman policier, le roman noir, c'est une des dernières manières de prendre à bras-le-corps les sujets du quotidien. Les enfants TDAH, vous savez, il y a les hyperactifs, les autistes, etc. etc. Ces enfants dont on ne sait pas trop comment s'occuper, qui n'ont pas leur place dans les écoles, etc. etc. Pour ça, on a quoi ? Un entrefilet, peut-être une page, peut-être une double page dans un journal. Eh bien, l'auteur de roman noir, Claire Favant, elle va en faire 500 pages. Mais c'est une escroquerie, parce qu'en fait, elle va vous faire tout un trajet sur une enquête de police, et à la fin, vous aurez lu 500 pages sur les enfants TDAH. Moi, je fais la même escroquerie. Si je présente mon bouquin en vous disant « Je vais vous présenter un bouquin de 500 pages sur la jungle de Calais, les migrants, le mouvement migratoire », mais je vais avoir 14 lecteurs, parce que les gens n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie, c'est culpabilisateur en plus. Pourquoi moi je veux bien, pourquoi les autres sont dans la galère ? Alors je fais une feinte, une escroquerie, j'écris un énorme polar avec des rebondissements, des coups de théâtre, des retournements de situation. Le lecteur est satisfait, il est repu parce qu'il y a tous les codes du polar, mais à la fin, il a lu 500 pages sur la jungle de Calais et sur le camp de réfugiés. Les transgenres, un sujet compliqué. Comment on va les intégrer ? Qu'est-ce que c'est ? Des gens se posent la question à savoir si c'est une maladie, d'autres se posent la question en se disant mais non mais c'est tout à fait normal, chacun a sa sexualité, sa manière de se voir, etc. etc. Donc on va en faire quoi ? Un entrefilet ? On va en faire quoi ? Une page ? Les transgenres aussi, c'est un peu gênant comme sujet, on ne sait pas trop. C'est quoi transgenre ? C'est travesti, c'est quelqu'un qui change, les gens sont un peu perdus. Résultat, il y a Jacques Saucé qui va écrire un bouquin qui s'appelle Enfermé, Enfermé et entre parenthèses E, donc qui est genré, même le titre est genré, et il va nous parler d'une transgenre qui commet un crime et qui va en prison. Et à travers le regard de cette enquête de police et de cet homme qui veut devenir femme ou qui s'aime en tant que femme, eh bien la grosse escroquerie, c'est que ouais, il y a une enquête de police, ouais, on s'en prend plein les yeux parce qu'il y a une enquête de police, mais à la fin, on a lu 500 pages sur le sujet des transgenres. C'est-à-dire que le roman noir, il est obligé pour se renouveler, de prendre les sujets qui existent, et qui arrivent, qui affleurent à la société. Mais pour aborder ces sujets, il faut qu'il se renseigne, et pour qu'on ne referme pas le livre à la 3e page, il faut qu'il invente une énorme enquête de police. Résultat, les romans noirs et les romans policiers sont, à mon sens, des livres d'histoire en avance et des livres sociaux en avance. Pas mal, hein ? Merci beaucoup.
Olivier, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Alors d'abord, est-ce que vous avez le temps de lire avec toutes les recherches que vous faites? Est-ce que vous vous réservez un petit moment tous les jours pour lire? Alors c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait, on est des éponges. Quand j'étais policier, mon but, c'était de ne pas prendre les émotions et les sentiments des enquêtes parce que ça pouvait parasiter une enquête. Je me disais toujours, c'est pas tes proches, c'est pas ta peine. Il y a des psychologues, il y a des gens qui vont s'occuper d'eux. Ne prends pas ces émotions pour toi. Quand on est romancier, c'est exactement l'inverse. On doit être une éponge et prendre toutes les émotions, tous les sentiments. Et alors qu'on est dans cette période d'éponge, où on est prêt à tout prendre, si moi je lis un roman et que je trouve une introduction sublime, ou un personnage très très bien décrit, ou alors un retournement de situation auquel je ne m'attendais pas, en tant qu'éponge, je suis déjà en train de voler ce roman et de me demander comment je vais pouvoir le paraphraser. C'est inconscient. C'est inconscient. Mais quand on touche au sublime, quand on lit un livre, on se dit « je veux ce sublime, je veux qu'il m'appartienne ». Donc c'est vraiment très très compliqué de lire d'autres romans quand on est soi-même en création. Mais le problème que j'ai, c'est que ça fait que 6 ans que j'écris, ça fait que 6 ans que j'ai découvert les salons littéraires, que ce soit les salons généralistes ou les salons du polar, et que je me suis fait une trentaine de potes dans ce milieu du polar, et qu'il faut absolument que je les lise. Il faut que je lise tous ces gens-là parce que déjà ils me font l'honneur d'avoir lu mes livres. Et moi j'arrive en petit dernier et j'ai beaucoup de livres à rattraper. Alors je vous cite pas les meilleurs. Hein. Les meilleurs, je vous cite pas les Nicolas Lebel, les Camus et Hugues, les Maud Mayeras, les Barbara Abel. Il y en a tellement d'auteurs de polar. J'ai déjà cité Claire Favant et Jacques Sausset. Ça regorge d'histoires folles, ça regorge d'intelligence. Et je sais qu'il faut que je les lise, mais je peux que les lire quand je suis entre deux périodes, enfin, quand je suis au milieu de 2 romans. Là, je m'accorde 2-3 mois. Et comme les jeunes font du binge-watching de séries télévisées, moi je fais du binge-reading. Je me lis un bouquin par jour pour arriver un petit peu à savoir ce qui se fait, à savoir ce qui s'écrit et ce que les gens aiment. Donc il faut lire il faut que je lise du Bussy, du Thiès, du Chatham, évidemment, les grands paquebots de la littérature du roman noir. Mais il ne faut pas que j'oublie aussi tous ces auteurs qui n'arrivent pas à ces millions de ventes, mais qui ne sont pas moins intéressants et souvent bien meilleurs. Ah bon, mon podcast est né de mon envie de partager mon plaisir de la lecture, mais aussi de le retrouver un peu à l'époque où, à l'heure où les réseaux sociaux nous mangent un peu la tête, oui. et notre temps de cerveau disponible. Est-ce que vous êtes accro aux réseaux sociaux? Quelle utilisation vous en faites? Et quels conseils vous donneriez pour les gérer de manière raisonnable? Alors, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'a jamais touché parce que j'ai des amis, j'ai une famille, et quand j'ai quelque chose à dire, je leur dis à eux. Quand je suis content de quelque chose, je leur dis à eux. Donc je n'ai jamais eu de réseaux sociaux avant de devenir écrivain. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que, en tout cas, je veux donner plus. Je veux être accessible au lecteur. De cette manière, tous les matins, je passe 2 heures sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Voilà, je ne vais pas plus parce que si je prends Instagram, il me faudra 3 heures en plus. Donc voilà, j'ai Facebook, j'ai Twitter. Et de temps en temps, je me mets en break réseaux sociaux. Actuellement, si vous allez sur mes pages, il y a marqué pause, parce qu'il faut vraiment que je termine mon bouquin. Mais sinon, voilà, je réponds aux questions des lecteurs, je réponds en message privé, je réponds à chaque fois, parce qu'il y a ce lien assez particulier entre l'auteur de polar et son lecteur, pour une chose assez simple, c'est-à-dire qu'un auteur de littérature, comme on l'appelle littérature blanche, les auteurs de romans normaux, ils commencent un roman, ils ont une histoire à raconter et ils se disent « Voilà, je veux raconter cette histoire, c'est mon histoire et le lecteur va s'adapter à cette histoire. » Le lecteur de roman policier, à la première page, au premier mot, sa première pensée, elle est pour le lecteur. Et il se dit « Comment je vais réussir à l'arnaquer pendant 500 pages pour qu'il ne trouve pas qui est l'assassin? Comment je vais pouvoir faire ce jeu de chat et de souris et de le faire passer par le panel total de toutes les émotions? La joie, la peur, le stress, le suspense. Voilà, on essaye de donner au lecteur assez d'émotions pour qu'il soit rassasié. Voilà. Donc c'est la première chose à laquelle on pense absolument. C'est pour ça que, dans ce même état d'esprit, j'ai envie qu'il y ait aussi un après-livre. Et que si les lecteurs veulent me poser des questions sur Twitter ou sur Facebook, ils puissent me poser des questions et que je prenne le temps d'y répondre. Donc voilà, moi je prends environ 2 heures par jour et c'est déjà beaucoup trop. Moi le conseil que j'ai à donner,
c'est que ces réseaux sociaux, ils sont faits peut-être pour montrer les belles choses que l'on fait. Il est peut-être pour montrer les belles choses que l'on vit. Mais tout ce qui est religion, politique, ça doit évidemment rester à la maison. Et que celui qui va parler religion sur un réseau social ne doit pas s'étonner de se faire défoncer par 1 million de personnes. Celui qui va parler politique ne doit pas s'étonner de se faire défoncer par 1 million de personnes. Tout simplement parce que c'est une conversation. Une conversation à 2, c'est quoi ? J'ai une opinion, vous avez la vôtre, et on essaye de se comprendre. Une conversation à 10, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout le monde a une opinion et que personne ne se laisse parler. Imaginez une conversation à 66 millions de Français. C'est obligatoirement le chaos absolu. Vous avez beau être sublime, vous postez une photo de vous sur Internet, il va évidemment y avoir des gens qui vont vous insulter, vous traiter d'eux et vous traiter d'eux. Donc voilà, moi je pense que y a des choses que je trouve par exemple très très particulières. J'arrive quand même à voir sur Facebook, aujourd'hui ma grand-mère est morte. RIP avec un smiley. What the fuck ? Il y a des smileys maintenant pour les gens qui sont morts, quoi. Eh oui, ça existe. Mais à un moment donné, on a une famille, on a des amis, c'est auprès de eux qu'on doit passer ces moments intenses. C'est très particulier parce qu'en fait, on n'en arrive plus qu'à la surface des gens. Je glisse le prochain titre de mon roman, qui s'appelle Surface, et justement c'est sur ce sujet-là. C'est que maintenant, la seule chose qui nous intéresse, c'est la surface des gens, parce qu'on n'a pas le temps de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On n'a pas 5 minutes à accorder à quelqu'un. On a un tweet, un texto, voilà, c'est ultra rapide. S'intéresser aux gens, ça peut pas se faire sur les réseaux sociaux. S'intéresser aux gens, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est s'attabler, prendre une bière, un café, on peut dire bière ? Non, on peut dire, hein, ouais. C'est s'attabler, prendre une bière et prendre le temps de se découvrir l'un et l'autre. Voilà. Et ça peut pas se faire sur les réseaux sociaux, c'est impossible. Donc voilà, le réseau social doit rester ludique, le réseau social doit rester merveilleux. Je vois quelque chose de merveilleux, je le prends en photo, je peux le partager sur mon réseau social. Je fais quelque chose de merveilleux pour les autres, je le partage sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de la force et du pouvoir des autres, parce que je mets en place une cagnotte ou je mets en place un mouvement, j'ai besoin des autres, alors là, je peux utiliser le réseau social. Mais pour tout le reste, pour tout ce qui est à l'intérieur de notre cœur, pour tout ce qui est dans notre ventre, pour tout ce qui compte réellement, souvenez-vous que vous avez des amis et de la famille, et puis constatez quelque chose, constatez surtout que ça fait une semaine que vous ne les avez pas appelés. Constatez aussi que ça fait des mois et des mois que vous n'avez pas eu une belle conversation avec votre mère, ou avec votre père, ou avec vos frères et sœurs. Constatez que ça fait très très longtemps que vous n'avez pas fait une fondue pour tout le monde et que vous n'avez pas invité les potes à la maison, et que vous ne leur avez pas demandé très sérieusement comment tu vas. Pas la question à la con, comment tu vas, ça va bien. Parce qu'on peut pas répondre ça va bien, il faut être un sacré connard pour répondre. Pardon, il faut être un sacré couillon pour répondre oh bah moi ça va bien. Oh, mon Dieu, quelle honte. Non, ça va pas bien. Ça ne peut pas aller bien. Il y a trop de choses qui se passent autour de nous pour que ça aille totalement bien. Et là commence la conversation. Et là commence une vraie conversation. Donc voilà, souvenez-vous qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin de votre affection, de votre temps, de votre amour, et que vous les délaissez pour des couillons, pour des milliers de couillons que vous connaissez même pas et qui vous font des likes et des pouces levés. Ok, bah merci beaucoup Olivier pour plaisir, ce moment. C'était super. Je suis même devenu vulgaire vers la fin, donc c'est le moment d'arrêter. C'est pas mal, parce qu'on a bu que 2 bières, c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà, bah merci beaucoup, puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. Si vous voulez retrouver les romans évoqués par Olivier Norek durant cet entretien, rendez-vous dans les notes de ce podcast. À bientôt et bonne lecture.